Chapitre 10. L'implosion de la dette américaine et la crise mondiale des liquidités. Début août 2007, une crise soudaine de liquidités balayait la planète. Les marchés boursiers de divers pays ont connu de grandes turbulences. Le marché des obligations a presque été paralysé et les banques centrales ont injecté d'énormes sommes d'argent dans le système bancaire au bord de l'effondrement afin de restaurer la confiance dans le marché. Les 9 et 10 août, en 2 jours, les banques centrales en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon ont injecté un total de 302,3 milliards de dollars. La plus grande action concertée des banques centrales mondiales après les événements du 11 septembre 2001. La panique sur les marchés n'en fut pas freinée pour autant et, le 17 août, la Fed fut contrainte de baisser soudainement le taux d'escompte d'un demi-point à 5,75% pour que les marchés financiers reprennent pied. En 2007, c'était déjà le second tremblement de terre majeur, l'occurrence précédente remontant au 27 février. L'interprétation de ces deux chocs sur les marchés financiers fait consensus dans les milieux universitaires et les médias. Le problème des subprimes constituait le foyer du séisme. Cependant, les avis ont divergé sur les développements à venir. La plupart des observateurs pensaient que la proportion des subprimes sur les marchés américains n'était pas excessive, que leur sphère d'influence était limitée et que ces turbulences étaient exagérées. Avec une injection massive de capitaux par les banques centrales, la panique se calmerait rapidement. L'économie réelle des États-Unis ne devrait pas souffrir excessivement du choc ni entrer en récession. Cependant, une autre partie des analystes estima que la crise des subprimes n'avait dévoilé jusqu'à présent que la partie émergée de l'iceberg, et qu'une réalité de plus grande ampleur se ferait jour peu à peu. Les subprimes seront le premier domino à tomber, ce qui déclenchera une série plus forte, plus destructrice de séismes financiers sur d'autres marchés, et le résultat final sera que l'excès de liquidité dans le monde se transformera en une crise de liquidité soudaine. Autrement dit, l'âge de glace du monde économique arrivera peut-être de façon inattendue et les espèces économiques mal préparées pourraient s'éteindre. Passons la crise au peigne fin. Faisons une lecture au ralenti des turbulences déclenchées en août 2007 sur les marchés financiers internationaux et de la technique d'injection de fonds de sauvetage par la Réserve fédérale. Peut-être y découvrirons-nous des indices de l'intensité sismique. Le 1er août, la Suisse lançait une alerte sur les crédits disant que la liquidité mondiale s'évapore aussi rapidement que l'eau dans le désert. Ce 1er août, la banque Bear Stearns plaça 2 de ses fonds spéculatifs sous le régime de protection de la faillite. Toujours le 1er août, Michael Perry, le directeur d'IndyMac, institution de crédit immobilier, envoyait un courriel à ses employés. Malheureusement, les marchés privés secondaires, entre parenthèses à l'exception des GSE et de Ginnie Mae, continue d'être affolée et non liquide. Le 3 août, l'agence de notation Standard & Poor's avertit qu'elle allait rétrograder Bear Stearns dans son classement. Le marché boursier américain, prenant connaissance de cette information, enregistra une très forte baisse. Le 4 août, Freddie Mac s'inquiéta que d'autres problèmes liés aux subprimes ne surviennent. Ces prêts n'auraient pas dû être accordés au départ. Le 5 août, Reuters s'inquiéta du fait que l'ampleur des prêts subprimes continue de miner Wall Street. Le 6 août, pollués par des subprimes américains, les fonds de placement de Francfort annoncèrent l'arrêt de leur rachat. Le 7 août, Standard & Poor's déclassa 207 types différents de prêts immobiliers dans la catégorie Alt A. Le 8 août, la question des subprimes se propagea au marché des prêts Alt A et la probabilité de défaut grimpa brusquement. À la même date, des fonds de couverture de Goldman Sachs, représentant un total de 10 milliards de dollars, perdirent 8% en une semaine. Le jeudi 9 août, le desk de la Réserve fédérale injecta 24 milliards dans le système bancaire américain. Cela fut effectué en 2 opérations d'égal montant, l'une à 8h25 et la seconde 70 minutes plus tard à 9h35. Le vendredi 10 août 2007, le desk intervint sur le marché à 3 reprises. 8h25, 10h55 et 13h50, injectant un total de 38 milliards. Les opérations de la Fed suivaient de près 2 injections encore plus importantes effectuées par la BCE à Francfort. Le jeudi matin, la BCE avait injecté dans les institutions financières européennes près de 95 milliards d'euros, opération qui fut suivie d'une autre relativement plus petite, le vendredi, de 61 milliards d'euros. Les choses n'étant toujours pas stabilisées en Europe, la BCE procéda à 2 nouvelles injections de liquidités la semaine suivante, 47,7 milliards d'euros le lundi et 25 milliards d'euros le mardi.
En quelques jours, ce sont près de 328 milliards d'euros qui ont été injectés par la BCE dans les institutions financières européennes. Fait intéressant, les injections d'urgence de capitaux par la Fed du vendredi 10 août utilisaient des MBS, des titres garantis par des créances hypothécaires, mais pas d'opération repos, comme c'est le cas lors d'un rachat de garantie mixte dans les circonstances normales. Pour le dire plus simplement, l'injection temporaire de capital de la Fed dans le système bancaire correspondait à l'ouverture par les opérateurs de marché d'une reconnaissance de dette à 3 jours sur les marchés obligataires remise ensuite à la Fed en échange de liquidités. La Fed, qui émet les dollars, estima qu'une simple reconnaissance de dette ne suffisait pas, qu'il fallait une garantie, telle que les obligations d'État émises par le Trésor. Puisque les recettes fiscales de l'État servaient de garantie, il suffisait donc que le gouvernement américain continuât d'exister pour qu'il y ait toujours des recettes fiscales, les bons du Trésor US restant la plus sûre des garanties. À côté des obligations d'État, les obligations émises par des GSE pouvaient également convenir car ces organismes étaient garantis par le gouvernement américain. Ainsi, les MBS émises par Fannie Mae et Freddie Mac pouvaient encore servir de garantie. Le 10 août, le marché était en plein mouvement de panique, connaissant une pénurie extrême de liquidités, mais la Fed était toujours tenace et demandait de prendre seulement les MBS en garantie, affirmant que les opérateurs sur le marché obligataire pouvaient sortir des MBS de leur coffre et les remettre à la Fed. Ainsi, la Fed inscrivait dans ses registres qu'elle avait reçu plusieurs feuillets de reconnaissance de dette de la part des opérateurs d'une valeur de 38 milliards de dollars, limités à 3 jours, et dont la garantie était des MBS de même valeur. Ensuite, elle inscrivait qu'elle avait versé 38 milliards de dollars en espèces aux opérateurs, indiquant au final qu'au bout de 3 jours, ces derniers devaient racheter les MBS, restituer à la Fed 38 milliards en espèces assortis des intérêts produits pendant ces 3 jours. Et si au cours de ces 3 jours, les MBS avaient reçu des paiements d'intérêts, cet argent retournait aux opérateurs. Ce qu'on entend par injection de la Fed est limité dans le temps à 3 jours, la plupart du temps à un seul jour. Cette action temporaire sert à gérer le pic de la panique sur les marchés. En d'autres termes, il s'agit d'une aide d'urgence et non d'une aide destinée à soigner la cause du problème. Généralement, au cours des journées de bourse, les 3 sortes d'obligations étaient avalées, et rarement uniquement des MBS. Alors pourquoi le 10 août la Fed a-t-elle agi si différemment de son habitude? Sa propre explication est que les obligations d'État sont un havre de paix. Or, ce jour-là, les investisseurs ont déserté le marché. Afin de ne pas monopoliser ses ressources, elle s'est littéralement gavée de MBS. Les médias ont ajouté que les investisseurs, entre parenthèses particulièrement les investisseurs étrangers, ne devaient surtout pas s'imaginer par là que personne n'achèterait plus d'obligations. Cette dernière phrase est la clé du problème. Elle n'est pas seulement la source de la crise de liquidité apparue à ce moment-là sur les marchés internationaux, elle est aussi la clé qui nous guide vers la compréhension de toute la crise des subprimes. Pour comprendre pourquoi les MBS et les liquidités sont si intimement liés, nous devons d'abord comprendre l'essence du processus de titrisation. La titrisation est l'excès de liquidité. De nombreuses innovations financières mondiales eurent lieu dans les années 1970, après la suppression du système de Bretton Woods. Auparavant, le cœur du système financier était l'or et toutes les devises en circulation devaient être soumises à ce test de la loi de fer économique qu'est la conversion entre l'or et la monnaie papier. Le système bancaire ne pouvait pas et n'osait pas se lancer librement dans la création de monnaie endettée à partir de la dette d'autrui, et la dette restait d'ailleurs modeste sous la stricte supervision de l'étalon or. L'inflation dans les principaux pays restait négligeable. Les déficits budgétaires et commerciaux à long terme n'avaient nulle part où se cacher et les risques de change étaient proches de zéro. 30 ans seulement après le découplage de l'or et du dollar, le pouvoir d'achat du dollar avait chuté de plus de 90%. On peut se demander ce que la baisse du pouvoir d'achat ou bien l'inflation apporte comme bénéfice à la société. Et qui seront de nouveau les plus grands perdants de ce genre de richesse, entre guillemets, sociale. Keynes l'avait expliqué clairement. Par des procédés constants d'inflation, les gouvernements peuvent confisquer d'une façon secrète et inaperçue une part notable de la richesse de leurs nationaux. Par cette méthode, ils ne font pas que confisquer. Ils confisquent arbitrairement et tandis que le système appauvrit beaucoup de gens, en fait, il en enrichit quelques-uns. Et Greenspan disait également, après 1966, en l'absence d'un étalon or, il n'existe aucun moyen de protéger l'épargne contre la confiscation par l'inflation. Il n'existe aucune réserve de valeur fiable.
L'école autrichienne compare l'une des sources de l'inflation, le système de réserve fractionnaire, à un criminel qui vole imprimant de la fausse monnaie. Sous le système des réserves fractionnaires, il y a forcément des problèmes d'inflation à long terme. L'inflation va produire deux conséquences importantes, l'une étant la baisse du pouvoir d'achat, l'autre la redistribution des richesses. Si la masse monétaire augmente trop fortement, les marchandises coûteront évidemment plus cher. Tous ceux qui ont expérimenté le yuan or, émis massivement par Chiang Kai-shek en 1949, avant sa fuite de la Chine continentale, comprendront ce simple raisonnement. Cependant, les économistes d'aujourd'hui pensent qu'il n'y a pas de lien entre la monnaie et l'augmentation des prix. Ils déploient beaucoup d'efforts pour essayer de prouver au peuple qu'il se trompe sur ce qu'il pense de la hausse des prix. Que l'inflation produise une redistribution des richesses n'est pas si intuitif. Sous le régime des réserves fractionnaires, les chèques créés à partir de rien par les banques équivalents à imprimer de faux billets, les premiers à détenir cette fausse monnaie se rendent d'abord dans un restaurant luxueux pour un grand repas car, étant les premiers utilisateurs, les prix sont encore à leur niveau d'origine et ces billets ont le même pouvoir d'achat qu'auparavant. Après que le propriétaire du restaurant a accepté ces billets et qu'il a lui-même acheté quelque chose avec, un vêtement par exemple, il devient le second bénéficiaire. À ce stade, les prix n'ont pas encore connu de changement. Mais au fur et à mesure que les billets changent de main, le marché, avec la masse croissante de cette fausse monnaie en circulation, discernera petit à petit une augmentation progressive des prix. Les plus malchanceux sont ceux qui n'auront même pas l'occasion de voir la face des faux billets. Les prix des marchandises ayant déjà augmenté, l'argent entre leurs mains n'aura cessé de perdre du pouvoir d'achat avec la montée des prix. En d'autres termes, les gens qui reçoivent ces faux billets en premier sont avantagés et ceux qui les reçoivent en dernier ou jamais sont les grands perdants. On le voit, le processus de l'inflation opère bien une redistribution des revenus et de la richesse du bas vers le haut. Après 1933, les billets fédéraux et les dépôts bancaires ne pouvaient plus être échangés contre de l'or par des Américains et, après 1971, le dollar n'était plus échangeable contre les lingots d'or par les banques centrales et les gouvernements étrangers. Le dollar se mua en reconnaissance de dette. L'émission du dollar endetté, débarrassé des entraves de l'or, était comme un cheval fou qui s'enfuit au galop. Le dollar d'aujourd'hui n'est plus le dollar sonnant et trébuchant qu'il a été. Il poursuit sa dévaluation inexorable en gravissant la pente vertigineuse de plus de 30 années de dollars de reconnaissance de dette. Dans les années 1970, le secteur bancaire américain avait déjà commencé l'échange de gré à gré de titres de créances garantis par des prêts hypothécaires. Le seul frein venait de ce que le placement direct de tous ces prêts était difficile. Pour faciliter les transactions, il fallait trouver le moyen de standardiser les droits de créance dont le montant, les conditions, l'échéance et la réputation différaient. Les banquiers pensèrent très vite aux obligations, véhicules classiques pour toutes sortes d'instruments financiers. C'est en 1970 que Ginnie Mae a développé le premier titre garanti par une hypothèse, entre parenthèses MBS, qui permettait à de nombreux prêts d'être rassemblés et utilisés comme nantissement d'un titre qui pouvait être vendu sur le marché secondaire. Ainsi, de nombreuses dettes hypothécaires ayant des conditions proches furent collectées, puis des certificats normalisés furent créés avant d'être revendus aux investisseurs, les intérêts et les risques de la dette leur étant également transférés. Plus tard, la Federal National Mortgage Association, entre parenthèses Fannie Mae, commença à émettre des MBS normalisés. Il faut dire que le MBS est une invention majeure et a permis d'accroître considérablement le nombre de prêts immobiliers accordés aux Américains. Les investisseurs pouvaient échanger facilement ces obligations et les banques ôtaient de leur bilan les créances hypothécaires difficiles à écouler à long terme. Elles réalisaient ainsi des bénéfices après avoir transféré le risque et pouvaient se mettre à la recherche d'autres personnes prêtes à acheter un bien immobilier. Du point de vue de l'industrie financière, il s'agit d'une situation gagnant-gagnant. Les banques résolvent le problème de la liquidité des crédits immobiliers et, en même temps, les investisseurs accroissent leur choix d'investissement. Les personnes qui veulent acheter une maison obtiennent plus facilement un crédit et celles qui veulent vendre leur maison la vendent plus rapidement. Cependant, le côté pratique a un coût. En se servant des MBS, le système bancaire a été libéré d'une situation critique où il était coincé depuis une trentaine d'années et il transféra les risques à la société dans son ensemble. Parmi ces risques, il y a bien sûr celui de l'inflation. Lorsqu'une personne signe un contrat de prêt immobilier avec sa banque, celle-ci va reporter cette reconnaissance de dette à l'actif de son bilan et inscrire en même temps une dette équivalente à son passif, entre parenthèses l'argent qu'elle a prêté. Du point de vue économique, ces passifs sont équivalents à de la monnaie.
En d'autres termes, quand la banque accorde un prêt, elle crée de la monnaie. Et le système de réserve fractionnaire permet au système bancaire de créer de l'argent sur du vent. Et dans le cas qui nous intéresse, cet argent est transféré sur le compte des sociétés immobilières. Grâce à ce processus, le système des réserves fractionnaires permet aux banques de créer de la monnaie en toute légalité par un simple jeu d'écriture. C'est ce que l'on appelle souvent l'argent scriptural, qui représente environ 90% de la masse monétaire totale. Les sociétés de crédit immobilier sont les premières à créer cette monnaie, ce qui explique que leur richesse augmente à une vitesse surprenante. Lorsqu'elles se mettent à dépenser cet argent, cette fausse monnaie change de main, conduisant à une augmentation des prix qui se diffuse dans toute la société. C'est grâce à l'effet de levier des réserves fractionnaires que le système bancaire peut créer de la monnaie endettée. Cette création monétaire dépasse largement le taux de croissance réelle de l'économie. Ce qui est la véritable source de l'excès de liquidité, le principe même de cette monnaie bancaire se matérialise par un reçu délivré par les banques. Sous le régime de l'étalon or, ce reçu correspondait à un actif en or, tandis que sous le régime de la dette pure, cela correspond à une reconnaissance de dette. Les MBS améliorent considérablement l'efficacité des chèques émis par le système bancaire, mais créent inévitablement de graves problèmes d'excédent monétaire. Ce surplus, s'il n'est pas reversé sur le marché obligataire, continuera inévitablement à gonfler la bulle immobilière ou, pire encore, viendra alimenter la demande de biens de consommation poussant les prix à la hausse. Avec les MBS, une autre idée audacieuse fut mise en pratique, les ABS, ou Asset Backed Securities, c'est-à-dire des titres adossés à des actifs. Les banquiers pensaient que, puisque les MBS offraient des garanties en capital et intérêts, par extension, toutes sortes d'actifs à flux de trésorerie futur pouvaient être titrisés de la même façon. Créances sur le crédit automobile, prêts aux étudiants, aux entreprises, loyers des usines de construction automobile ou aéronautique, et même les brevets ou les revenus sur les droits d'auteur. Wall Street a un dicton. S'il y a des flux de trésorerie dans le futur, il faut en faire des valeurs mobilières. En fait, la quintessence de l'innovation financière est que tant qu'il existe assez de découverts, on peut générer immédiatement des liquidités. Au cours des dernières années, le marché des ABS a augmenté rapidement, doublant de taille depuis le début des années 2000 et atteignant aujourd'hui, en 2007, 19 800 milliards de dollars. Les obligations ABS et MBS peuvent être utilisées en grande partie pour des prêts bancaires. Tous les MBS émises par Fannie Mae et Freddie Mac peuvent même servir de réserve bancaire et même des garanties pour les opérations de repos à la Fed. Une création monétaire d'une telle ampleur ne peut conduire, à terme, qu'à une gigantesque bulle des actifs. Si l'on dit que l'inflation implique un transfert de richesse progressif, alors les banques se trouvent au cœur de cette rapine autour de laquelle rayonne le crédit et l'on peut facilement désigner ceux qui grignotent imperturbablement le fromage des citoyens.